Bonjour à tout le monde. Bienvenue. Donc on va commencer, ce webinaire par un petit temps d'introduction et ensuite, on laissera place, aux intervenantes du jour. Moi je suis, Lucas Malek, chargé de la coordination et de l'animation des résultats, défis pour les cultures spécialisées, les cultures légumières, tropicales et l'horticulture. Et nous sommes très heureux donc de vous accueillir pour ce nouvel épisode des webinaires Défi Ferme, la série de webinaires qui présente les travaux et résultats du réseau Défi. L'épisode du jour sera dédié à la thématique de la gestion des ravageurs en viticulture. Et avant de commencer, je voulais prendre un instant pour rappeler ce qu'est le réseau Défi. C'est un réseau multipartenarial financé dans le cadre du plan Ecofito pour réaliser deux principales missions. La première est d'accompagner les agriculteurs et agricultrices dans leur démarche de réduction des produits phytosanitaires et de changement de pratiques de manière plus générale. Et la seconde mission est de produire des connaissances et références appropriables sur les pratiques et systèmes de production à bas niveau d'intrants à bas niveau d'utilisation de produits phytosanitaires. Aujourd'hui, donc, ces connaissances et références se construisent à la fois sur des essais de terrain et des retours d'expérience et sur la collecte des données techniques des systèmes de culture. Le réseau DefiFerm est à ce jour constitué de 2000 agriculteurs et agricultrices volontaires engagés à travailler des pratiques agricoles avec l'objectif de réduire leurs utilisations de produits phytosanitaires. Le réseau comporte aussi, le dispositif Défi XP avec, le lancement en 2025 d'une nouvelle vague de projets d'expérimentation qui testent et évaluent des systèmes de cultures innovants, utilisant les produits phytosanitaires en ultime recours. Le réseau est présent sur tout le territoire métropolitain et ultramarin et couvre l'ensemble des filières de production végétale et rassemble les principaux acteurs de la recherche et du développement en agriculture. Pour les citer rapidement, le réseau DEFI rassemble le réseau des chambres d'agriculture, le réseau CIVAM, le réseau bio, les instituts techniques et les organismes de recherche tels que INRAE et CIRAD. Pour plus de détails, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le réseau Défi sur notre page dont on vous met le lien dans le chat tout de suite. On en profite pour vous rappeler que vous pourrez y retrouver toutes les productions du réseau, les fiches techniques, vidéos, pages web, etc. Ainsi que la synthèse Défi Ferme rédigée à l'occasion des 10 ans du réseau qui démontrait la possibilité de réduire fortement l'usage des produits phytosanitaires à l'échelle de la France. Dans cette série de webinaires, nous revenons sur les résultats de terrain qui permettent de soutenir chaque jour cette démonstration. Avant de laisser place aux interventions, un petit point logistique. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet QR qui se trouve en haut sur votre page Teams et les intervenantes prendront le temps d'y répondre après leur présentation. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et sera publié. Tous les liens qu'on vous diffusera ici seront disponibles avec le replay. Donc aujourd'hui, nous accueillons deux ingénieurs du réseau de la filière viticulture, Sandra Benaman et Claire Maisonneuve, pour un webinaire sur la gestion des ravageurs en viticulture. Nous commencerons avec l'intervention de Sandra, qui est ingénieure réseau à la Chambre d'agriculture de l'Aude. Le groupe que tu animes, Sandra, existe depuis 2010 et se compose de 12 viticulteurs du Narbonnais. Aujourd'hui, les principales thématiques de travail du groupe sont la vie biologique des sols et la réduction, voire l'alternative aux produits phytosanitaires, comme avec la présentation de ce jour portant sur les lâchers de trichogrammes contre la Cryptoblabès cnidella. Vous pouvez retrouver les travaux du groupe de Sandra sur la page web dédiée. Le lien est mis à l'instant dans le chat. Donc Sandra, maintenant je te laisse la main pour ta présentation. Bonjour à tous. Mon intervention s'intitule Lutter contre Cryptoblabès par des lâchers de trichogrammes. Donc, dans un premier temps,
je vais faire un point sur la Cryptoblabès nidiella et ses dégâts. Je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails parce que c'est pas le sujet de l'intervention d'aujourd'hui, puisqu'on va plus se concentrer sur l'utilisation donc des trichogrammes. Mais je vais quand même revenir donc sur cette Cryptoblabès nidiella. Ensuite, dans un second temps, pareil, une intervention un peu rapide sur les trichogrammes qui sont des microguêpes. Et enfin, présentation, donc bilan et analyse des résultats de 3 années d'essai. Donc la Cryptoblabès nidiella et ses dégâts. Donc Cryptoblabès, qu'est-ce que c'est? C'est un ravageur polyphage qui a plus de 80 plantes hôtes. Alors quand on dit 80 plantes hôtes, ce sont des plantes généralement cultivées, des plantes ornementales ou qui servent à l'alimentation humaine. Mais il existe certainement pas mal d'autres plantes hôtes dans la nature, mais on ne connaît pas forcément, on n'a pas aujourd'hui la liste de ces plantes. Donc nous, par exemple, comme on a des vignes à Narbonne entourées de garrigues, c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas quelles sont toutes les plantes de la garrigue qui pourraient éventuellement servir de plantes hôtes pour cette Cryptoblabès. Elle est observée depuis plus de 20 ans sur la zone littorale méditerranéenne, mais c'est vraiment ces toutes dernières années où on observe de gros dégâts. Elle attaque uniquement les organes fructifères, donc elle ne s'en prend pas aux feuilles. Elle est attirée par le sucre, donc tout ce qui est raisin à maturité, et les parcelles à récolte déjà altérées. Donc ça veut dire que tout ce qui est oïdium, dégâts de démis, ou si par exemple on a de la cochenille qui a produit du miela, donc qui est sucré, tout ça, ça va favoriser le développement de la Cryptoblabès nidiella. Elle est présente toute l'année, puisque même en hiver, en fait, quand on trouve des grappes qui sont restées sur les souches ou au sol, comme elle tisse des toiles, à l'intérieur de ces toiles, on peut encore trouver des Cryptoblabès. Et elle est capturable dans les pièges de mai à fin octobre. Donc là, sur la droite, vous avez le cycle de développement. Elle passe l'hiver sous forme de chrysalide. Le début du cycle commence au printemps. Donc comme pas mal d'autres papillons, enfin comme les papillons, les vols sont nocturnes et les accouplements sont la nuit. La particularité, c'est qu'on a du mal à observer les dépôts de ponte. C'est pour ça que c'est compliqué quand on doit faire des bulletins phytosanitaires de préconisation pour cibler avec des insecticides, parce qu'en fait, les dépôts de ponte, c'est pas comme le démis qui pond sur les baies. En fait, on a du mal à les observer parce qu'elles pondent à l'intérieur de la grappe, sur les rafles et sur les pédoncules. Les dégâts au vignoble, c'est surtout au mois d'août, quand le raisin est mûri. Et il y a au moins 3 générations par an avec des vols qui se chevauchent et des captures qui sont continues. Donc en fait, oui, ce qu'on disait, les captures dans les pièges, si on continue à suivre les pièges jusqu'à fin octobre, facilement on en trouve. Donc là, il y a quelques photos que je vais vous passer. Cryptoblabès, elle porte plusieurs noms. Donc ça peut être la pyrale du Daphné, la pyrale des agrumes, et à l'étranger, ils l'appellent même le papillon du miela, puisqu'on disait tout à l'heure le rapport avec le miela de la cochenille. Donc là, vous avez quelques photos aussi de chenilles. Donc la chenille, sa particularité, quand elle est adulte, c'est qu'elle a 2 bandes noires sur les côtés. Donc là, on voit qu'une bande noire sur un côté et de l'autre côté, la chenille, elle a la même bande. Au milieu, vous avez le papillon. On voit qu'il est assez allongé, mais surtout qu'il a des grandes antennes. Et au niveau des dégâts, ce qu'on voit, c'est qu'elle a vraiment une toile caractéristique qui signe sa présence, puisqu'en fait, elle fait des toiles à l'intérieur comme ça. Elle tisse à l'intérieur de la grappe, elle dessèche la rafle et de fait, la grappe se dessèche, les grains se vident aussi de leur jus et donc ça fait cet amas de toiles caractéristiques de la Cryptoblabès qui souvent aussi contient pas mal de déjections de la Cryptoblabès. Donc même quand des fois on ne trouve plus la chenille, on voit qu'elle a été là parce qu'il y a ce type de dégâts. Ensuite, les trichogrammes qui sont
hop là, qui sont donc des micro-guêpes et qu'on utilise comme auxiliaires de la vigne, mais qui ne sont pas utilisés uniquement sur la vigne comme auxiliaires, hein, ils le sont aussi pour d'autres cultures. Mais là, la souche qui est sélectionnée, elle est auxiliaire de la vigne. Ça veut dire que, on va pouvoir l'utiliser aussi bien sur Cryptoblabès, mais par exemple, si on a des dégâts conjoints, sur une parcelle de Démis, s'il y a de la Cochyllis, s'il y a de l'Eulia, et ben, en fait, ce trichogramme, il va pondre, dans ces lépidoptères, dans les œufs de ces lépidoptères. Donc le trichogramme, c'est un micro-hyménoptère, donc une petite guêpe, mais vraiment toute petite, 0,8 mm. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va parasiter les œufs des vers de la grappe. Donc, comme on le voit sur la photo à gauche, donc là, on est sur des œufs non parasités. La femelle, elle pond ses œufs dans les œufs frais du ravageur, puis elle va se développer. Les œufs du ravageur sont détruits et il y a ensuite plusieurs générations de trichogrammes filles qui émergent et qui partent à la recherche d'autres œufs à parasiter. Donc, sous quelle forme c'est vendu? Donc, en fait, les trichogrammes, les œufs, ils sont vendus, donc ils sont mis sur des supports, à l'intérieur du support qui sont des plaquettes. Donc, chaque plaquette, comme vous voyez sur la gauche, elle contient des milliers d'œufs. Donc, ces plaquettes, elles sont suspendues sur les fils des espaliers de la vigne. L'idéal, c'est de les mettre quand même à l'ombre dans les souches, ou alors si on n'a pas d'espalier, on les met donc directement sur les rameaux à l'intérieur de la souche. On met 100 diffuseurs à l'hectare et du coup, il peut y avoir 2 à 3 applications de ces diffuseurs. En fait, ça va dépendre de la pression, de Cryptoblabès qu'on a sur la parcelle. Par exemple, si on a une forte pression, bah, on va mettre, 3 applications, de diffuseurs, tous les 15 jours en comptant à, on compte à rebours en fait de la date prévisionnelle de récolte. Et donc, si on connaît sa date prévisionnelle de récolte, on dit 15 jours avant, je mets un lâcher, 15 jours encore avant, je prévois un autre lâcher, et 15 jours encore avant, je prévois un autre lâcher. Donc, ça veut dire que ça s'échelonne sur 1 mois et demi avant la date prévisionnelle de récolte. Voilà. Si on a moins de pression, on n'est pas obligé de faire 3 lâchers, on peut faire moins de lâchers. Alors, bilan et analyse des résultats de 3 années d'essai. Donc là, en fait, on avait 2 sites. Un site qui était sur le groupe 30 000 du Montoche. Donc Montoche, c'est dans les Hautes-Corbières audoises, donc un peu en altitude, puisqu'on a aussi des dégâts de Cryptoblabès là-haut, pas seulement sur le littoral. Donc là, ça, c'est une parcelle qui est menée en conventionnel. Et après, je vous présenterai un autre essai qui a eu lieu, lui, sur les fermes des filles du Narbonnais. Donc là, l'objectif de l'essai pendant 3 ans sur cette CIRA du groupe 30 000 du Montoche, c'était de comparer l'efficacité de la lutte contre Cryptoblabès entre une application insecticide et les lâchers de trichogramme. Elle a duré 3 ans dans cette expérimentation et c'était en secteur AOP. Au niveau du dispositif expérimental, donc il y avait un témoin non traité de 30 arts, il y avait une référence insecticide, alors marqué HV, mais en fait là, c'était du Proclin. Et il y avait du Tricholine vitis, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était les petites plaquettes qu'on suspend à l'intérieur des souches. Donc là, il y a eu 2 lâchers. Donc comme je vous disais tout à l'heure, date prévisionnelle de récolte, 15 jours avant la date prévisionnelle, on fait un lâcher, et 15 jours encore avant ce lâcher, on en refait un. Donc sur un mois, on fait 2 lâchers. Et ensuite, il y avait le T-Protect vitis. Je vais vous montrer une photo sur la prochaine slide, où là, c'est des plaquettes, mais c'est adapté pour les mettre sur le sol. Voilà. Donc, à droite, vous avez le Tricholine qui est suspendu à l'intérieur des souches, et à gauche, en bas, vous avez le Tricholine Protect, où là, c'est pareil dans un carton, et c'est fait pour être mis au sol. Pourquoi? Parce que
ce que voulait tester Bioline, hein, qui fabrique ce Tricoline Protect Vitis, c'était une mise en place plus rapide depuis un quad où en fait on pouvait jeter ces supports sur le sol. Voilà. Donc quand on les jette sur le sol, ça prenait à peu près 20 minutes à l'hectare avec le quad, et quand on les suspend, c'est à peu près une demi-heure qu'il faut prévoir par hectare. Donc comme je disais tout à l'heure, 100 diffuseurs à l'hectare. Donc ça, c'est les courbées des vols de Cryptoblabès. Donc on voit que sur le secteur du Montoche, dès le mois de mai, fin mai, on commence à avoir des débuts de vol. Donc sur les 3 années, 2022, 2023, 2024, si on avait continué à faire des relevés en octobre, certainement qu'on aurait eu encore des prises. Donc au niveau des résultats, alors ce qui a été noté, il y a eu 2 types de notation. Alors ça a été la notation des grappes altérées et la notation du nombre de chenilles. Donc les notations, comment elles sont réalisées? Donc on décortique 50 grappes par modalité afin d'évaluer le pourcentage de grappes altérées et le nombre de chenilles de chrysalide présentes. Quand on dit qu'on décortique, c'est que vraiment on décortique la grappe grain par grain. Et en fait, sur chaque grain, on va regarder s'il y a présence ou pas de chenilles. Mais avant de décortiquer, on va regarder l'ensemble de la grappe et on va regarder si oui ou non elle est altérée. Donc là, ce qu'on voit, c'est que si on regarde sur les 3 années, 2022, 2023, 2024, au niveau du témoin non traité, on va être entre 25% à 40% de grappes altérées. Sur le Tricoline Protect Vitis, donc là, c'est les diffuseurs au sol, on va être entre 10% et 20%. Et sur le Tricoline Vitis, 2022, il n'y avait rien, et on peut monter jusqu'en 2024 où il y avait plus de pression à un peu moins de 20% de grappes altérées. On voit aussi que la référence insecticide, elle se situe en fonction des années entre un peu moins de 5% et un petit peu plus de 20%. Donc le nombre de chenilles observées sur 100 grappes par modalité. Donc si on regarde le témoin non traité, tout à fait à gauche, entre 2022 et 2024, on peut être à 50 larves pour 100 grappes jusqu'à presque 200 larves pour 100 grappes. Et si on utilise le Tricoline Vitis, donc ça c'est celui qui est suspendu, hein, en 2022-2023, on n'a quasiment pas de larves, et en 2024, on a un petit peu plus de 50 larves. Sur le Tricoline Protect Vitis, donc là c'est au sol, on a moins de 50 larves sur les 3 ans. Et sur la référence d'insecticide, c'est pareil, moins de 50 larves en 2022-2023 et un peu plus de 50 larves en 2024. Alors ensuite, je vais passer sur l'essai du groupe des filles du Narbonnais. Donc 2022-2023, on n'a pas fait sur 3 ans parce qu'en fait, les modalités, elles ont un peu varié entre 2022-2023, et nous, on n'a pas eu possibilité en fait sur ce groupe-là de continuer sur cette parcelle d'essai en 2024. Donc on a 2 années de recul. Là, c'est un essai sur une exploitation qui est en bio. Alors, le cépage, c'est un cépage Mourvèdre pour l'année 2022. Il y a 3 modalités. La Tricoline, alors désolée, les slides passent tout seuls. Voilà. Alors, 3 modalités. La Tricoline Vitis, donc ça c'est suspendu, 1 hectare. Tricoline Protect Vitis, c'est au sol, 1 hectare. Le témoin, où là il n'y avait rien du tout donc, et donc toujours ces diffuseurs Bioline. Donc, ce qui avait été fait, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, on fait 3 lâchers, puisqu'en fait là on était sur le littoral, et historiquement le littoral c'est quand même très sensible aux lépidoptères et puis notamment à la Cryptoblabès. Donc en fonction de la date prévisionnelle de récolte, il y a eu 3 lâchers, un à moins 15 jours, un à moins 30 jours et un à moins 45 jours. Premier lâcher au 15 août. Alors par contre, cette année-là, la date de récolte a été
plus précoce que d'habitude et du coup, ça a resserré la période entre les 3 lâchers et la date de récolte. Voilà. Le traitement, ah oui, alors à noter, parce qu'il y a des particularités, je ne vais pas y venir là très en détail, mais par contre, dès qu'on fait qu'on met en place les trichogrammes, les lâchers trichogrammes, il y a certains produits phytosanitaires qui ne sont pas compatibles avec le lâcher et pour lesquels il faut respecter un délai auquel on va les réaliser. On respecte un délai entre le moment où on réalise ces traitements et le moment où on réalise le lâcher. Voilà, sinon, ça tue les trichogrammes. Donc, par exemple, là, le viticulteur, il avait supprimé le poudrage à fermeture de grappe. Donc après, il y a toute une liste de produits qui ont été testés par la firme et la firme, elle peut indiquer à quel moment il faut arrêter l'utilisation de tel ou tel produit. Alors, si on regarde les notations qui avaient été faites veille de vendange, pourcentage de grappes altérées, sur le témoin, on était à 16%, le Tricoline Protect, c'est-à-dire au sol, 14%, le Tricoline Vitis, 6%, et la présence de chenilles sur le témoin, 34%, Tricoline Protect Vitis, 6%, et Tricoline Vitis, 2%. Alors après, ce que nous, on avait fait en plus, c'est qu'on avait, une fois qu'on sait le pourcentage de grappes altérées, en fait, il faut savoir de quelle manière, en fait, elles sont altérées ces grappes. Est-ce qu'elles le sont beaucoup ou est-ce qu'elles le sont pas beaucoup? Donc pour ça, il y a des classes. Quand on met une classe 0, ça veut dire que la grappe, finalement, il y a pas elle est quasiment pas altérée, enfin, elle n'est pas altérée. Classe 1, c'est moins de 10% d'altération sur la grappe, classe 2, 10 à 25%, classe 3, 26 à 50 et classe 4, plus de 50%. Donc, le témoin, ce qu'on voit, c'est que si on prend Tricoline Vitis, et là, la classe 0, avec dégâts nuls ou insignifiants, on était à 68%. Voilà. Par contre, le témoin non traité, on est à 58% de classe nulle ou insignifiant. Et par contre, sur le Tricoline Protect Vitis, c'est-à-dire celui qui est mis au sol, là, en fait, c'était réparti entre les 4 classes. Si on regarde sur l'essai 2023, donc là, c'était un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on a le Mourvèdre, 3 modalités, donc toujours le même Mourvèdre. La différence, c'est qu'en fait, on avait la confusion qui était présente partout sur toutes les parcelles, sur toute la parcelle. Il y avait 1 hectare de Tricoline Vitis, on avait arrêté le Tricoline Protect Vitis au sol. Un seul lâcher, car il y avait la présence de confusion. Et donc 15 jours avant la date prévisionnelle de récolte, donc là c'était le 29 août qu'avait été réalisé ce lâcher, et il y avait une application d'insecticide, là c'était du spinosad, mais le viticulteur, il avait une cartouche d'insecticide à utiliser. Il aurait pu l'utiliser beaucoup plus tard au mois d'août, comme ce qui était le cas de ce qui avait été fait sur les insecticides à tuchant, mais lui en fait il l'a utilisé au moment où il a vu qu'il y avait des chenilles en fait qui étaient présentes sur sa parcelle, des chenilles de Cryptoblabes, et après il s'est dit bon ça sera la confusion qui fera le reste du travail. Donc il a traité le 12 juillet. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait le suivi des captures, nous le début du vol, on l'a assez tard, il était au 11 juillet contrairement à Tuchan où c'était début mai. Ceci dit, au 11 juillet, on avait déjà de chenilles, même si on commençait tout juste à voir le début de vol. Au niveau donc des dégâts, on voit que grappe altérée, on est entre 94%, 76% et 98%. Par contre, après, il faut regarder le nombre de chenilles. Dans le témoin, on avait 40% de chenilles. Dans le Tricoline Vitis, donc suspendu, 12%. Et la référence insecticide, 48%. Donc là, ce qu'on voit, c'est que d'avoir mis l'insecticide très tôt, en fait, c'est pas ça qui a impacté en fait sur la Cryptoblabes. Effectivement, il y avait des chenilles, mais comme on ne connaît pas la durée des générations, les générations se chevauchent, etc., on s'aperçoit que finalement, dans cet essai, quand on l'a fait tôt, l'insecticide, on ne voit pas d'effet sur la récolte, sur les notations récolte à la fin. Voilà. Et donc là, si on regarde les pourcentages de surface altérée, on voit que sur le témoin, la classe 1 et la classe 0, c'est-à-dire pas altérée, elle est de 0. Sur la
la Tricoline vitis, elle est de 24% et sur la référence insecticide, elle est que de 4%. Et ensuite, dans la Tricoline vitis, c'est quand même un peu plus propre puisqu'on a du 50, c'est la classe 1 à 50% et la classe 0 à 24%. Donc en fait, ce qu'on en conclut, c'est que c'est un outil supplémentaire, ce lâcher de trichogramme, dans la lutte Cryptoblabès, qui reste à ce jour très compliqué. Alors, c'est pas forcément une alternative, ça peut être un complément. Il n'y a pas d'IFT, on évite la dérive de produits phytosanitaires, surtout il n'y a pas de contrainte de surface. C'est un produit biocontrôle avec une pose rapide et qui est homologué en agriculture biologique. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Sandra. Merci pour cette présentation. C'était très précis et donc pour en savoir plus, sur, ce sujet, vous retrouvez dans le chat 2 ressources complémentaires. La première des panneaux réalisés sur la thématique des lâchers d'auxiliaires dans le cadre d'une journée technique et l'autre, un livret sur la lutte contre les cryptoblabès à l'aide d'un produit de biocontrôle. Donc encore une fois, si vous voulez, poser vos questions, n'hésitez vraiment pas à le faire dans l'onglet Q&R que vous retrouvez, sur votre fenêtre Teams et Sandra vous répondra, par la suite. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour, des questions, mais on peut quand même répondre à quelques questions. Donc la première, ce serait, Sandra, est-ce que tu saurais combien coûte, un lâcher de trichogramme? Alors bon, ce qui est annoncé, dans le coût des fournitures, c'est 85 € de l'hectare pour un lâcher et puis ensuite, ça va dépendre de la pression en fait qu'on a sur la parcelle, de la pression estimée. Donc ça, on peut le voir aussi, soit avec les données du BSV, qui vont donner des notions sur la pression du secteur ou en suivant des pièges, Cryptoblabès aussi, sur les parcelles, incriminées et donc ça veut dire que c'est 85 € un lâcher, mais ça peut être 2 lâchers, voire, 3 lâchers, en fonction de la pression. D'accord. Très bien, merci et une autre question, est-ce que, ces trichogrammes ont un effet sur, les œufs de vers de grappe? Alors oui, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, les trichogrammes, enfin c'est cette souche, qui a été, sélectionnée parce que les trichogrammes comme, je disais tout à l'heure, ils ne sont pas utilisés qu'en viticulture. Donc là, ce trichogramme, il va agir, sur les lépidoptères de la vigne. Donc ça veut dire, aussi bien Eulia, Cochiliis, Eudémis, et Cryptoblabès. Donc ça veut dire que si on a, les 2 ravageurs, présents dans le secteur ou sur la parcelle, il va parasiter, les 2 types, de. D'accord, parfait, merci Sandra et quelle est la durée de vie, pour les trichogrammes? Trichogrammes, pardon. Alors le trichogramme, il va justement, on va comment dire? Il y a la plaquette qui va être posée, donc en fait, à l'intérieur, de la plaquette, il y aura des milliers d'œufs. Donc il faut savoir que ces œufs, il va y avoir 4 vagues, d'éclosion de ces œufs. Les éclosions en fait, elles vont dépendre, de la température. Donc plus il va faire chaud et plus ça va être accéléré. Donc ensuite, ils vont émerger, ils vont aller, les femelles, parce que c'est des femelles qui sont sélectionnées, elles vont aller pondre elles, à l'intérieur des œufs et ensuite, à l'intérieur de ces œufs, c'est d'autres femelles qui vont se développer et qui elles-mêmes vont, générer une autre population et ensuite, tous les 15 jours, pour être sûr que ces populations-là s'épuisent pas, on va refaire des lâchers. OK, parfait et une dernière question, quelles sont les précautions à prendre avant, de faire un lâcher de trichogramme?
Alors en fait, il y a des produits phytosanitaires avec lesquels il faut avoir des précautions quand on veut utiliser des lâchers de trichogramme. Alors là, bon, sous les yeux, j'ai quelques notices du fabricant, Bioline. Donc là, je ne peux pas tous vous les énumérer, mais ça, généralement, c'est avec les fiches préconisation du produit, et puis c'est les distributeurs aussi qui peuvent vous les fournir. Par exemple, si je prends le soufre, c'est ce qu'on disait dans l'exemple tout à l'heure, le viticulteur qui a arrêté d'utiliser son poudrage à fermeture de grappe pour pouvoir faire des lâchers. En fait, si je prends par exemple le soufre poudrage, c'est 42 jours avant un lâcher. Le soufre mouillable 6 kg, par exemple, c'est 28 jours avant le lâcher. Le soufre mouillable 4 kg, c'est 14 jours avant le lâcher. Voilà. Donc ensuite, pendant la période du lâcher, on ne peut faire aucun soufre parce que le soufre, il a aussi un effet insecticide, donc notamment sur les auxiliaires. Les insecticides, c'est pareil. Il y a des insecticides, ça va être 7 jours, 14 jours ou 21 jours. Ça dépend ce qu'on va utiliser. Par exemple, un pyrethroïnoïde, ça peut être 30 jours avant un lâcher. Par contre, si on utilise des BT, en fait, pendant la période de lâcher, on ne peut faire aucun insecticide, sauf un Bacillus thuringiensis, par exemple. Voilà, donc c'est pour ça que des fois, il y en a qui couplent la lutte trichogramme et BT. Voilà, ils font un BT, un trichogramme, après ils vont faire un BT. Voilà, donc ça, le BT, c'est aucun insecticide pendant la période de lâcher, sauf BT. Et puis après, il y a des précautions aussi avec les autres produits fongicides. Mais ça, il y a toute une liste qui a été testée par la société Bioline, et avec vos distributeurs, vous pouvez faire le point. Ok. Super, merci beaucoup Sandra pour toutes ces explications. Du coup, je t'invite à couper ta caméra et couper ton micro. Et Claire, je t'invite à allumer ta caméra. Merci. Alors du coup, nous pouvons passer à la suite de cette intervention avec Claire Maisonneuve, qui est ingénieure réseau à Agrobio Périgord. Claire, tu animes un groupe de 11 viticulteurs dans le secteur de Bergerac. Parmi les nombreux sujets de travail de tes vignerons, on peut citer par exemple la mise en place de couverts végétaux, la réflexion sur l'anticipation au changement climatique, mais aussi les essais de lutte alternative aux insecticides contre les ravageurs du vignoble qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les travaux du groupe de Claire sur sa page groupe, mise à l'instant dans le chat. Et maintenant, Claire, je te laisse la main pour ta présentation. Bon, eh bien, merci beaucoup pour la présentation. Et du coup, je vais pouvoir enchaîner directement. Donc moi, en fait, je vais vous présenter certains essais que nous avons réalisés à Agrobio Périgord sur les alternatives aux insecticides. Donc là, ça va concerner la cicadelle vectrice de la flavescence dorée et Eudémis. Donc je vais commencer justement par Scaphoideus titanus, donc vectrice de la flavescence dorée. On a commencé des essais avec Agrobio sur cet insecte et sur les alternatives au piré vert depuis 2015. Donc, je vais vous faire un balayage un petit peu rapide de tous les produits qu'on a pu tester. Après, je me recentrerai vraiment sur ceux pour lesquels on a eu des résultats significatifs ou au moins intéressants. Donc déjà, dans les produits testés, il y a eu pas mal de produits avec un effet barrière physique minérale, donc là où on va retrouver une confusion visuelle, une diminution de l'appétence, mais aussi accessoirement en bonus une protection par rapport à l'échaudage. Donc dans ces produits-là, on va retrouver l'argile kaolinite calcinée, donc ce calciarbo, le talc avec talc envelope, ou encore de la chabazite avec rock microspray. Pour chaque produit, vous avez donc en dernière colonne en fait les périodes d'essai des produits. Certains ont été testés plus ou moins longtemps en termes d'années, généralement pour des raisons de partenariat. Donc, si on continue donc, dans les produits qui vont avoir une barrière physique minérale, mais aussi donc là pH basique, on va retrouver les dihydroxydes de calcium, donc BNA Pro, BNA Dry. Et on va avoir aussi un produit qui fait un peu un entre-deux, donc le calci blanc, qui associe en fait du dihydroxyde de calcium et de l'argile dispersante.
Ensuite, on a testé des produits avec des effets asphyxiants sur œufs et sur jeunes larves. Donc, ça inclut les jeunes larves de Scaphoideus. Et donc là, on va retrouver des huiles de paraffine de type oviphyte ou même des huiles de paraffine d'été, ou encore des huiles végétales comme l'huile de colza. Ont été testés aussi des produits avec un effet stimulation des défenses naturelles de la plante et un effet insectifuge. Donc là, on va retrouver des mélanges d'huiles essentielles et de teintures mères végétales tels que le complexe V23 et Repulso, ou simplement des mélanges d'huiles essentielles. On va retrouver également les huiles essentielles d'orange douce, donc ça inclut Prévam, Prévam plus, Limocide, pour l'effet asséchant sur spores et insectes à corps mou. Donc là encore, ça inclut les larves de cicadelles. On a également testé donc, un insecticide à base d'extraits végétaux, l'huile de Nîmes, pour la perturbation de l'alimentation, de la mue et de la reproduction pour la cicadelle. Le cassia pour l'effet larvicide de la cassine. Le pyrostine, donc, qui est du vinaigre de bois pour l'effet répulsif, le pH très acide et aussi un effet stimulation des défenses naturelles de la plante. La macération d'ail, donc là pour le pouvoir insectifuge de la lysine, ou encore la tisane de Tanésie pour l'effet insectifuge de la tuyonne et du camphre qui vont venir interférer avec le système nerveux et olfactif de l'insecte. À côté de ça, on a également testé quelques adjuvants. Donc là, dans le but d'améliorer certaines modalités, dont le visir qui a été utilisé avec l'argile pour son effet en fait tensioactif, pour améliorer son efficacité. Le Zima-EC, donc là on est sur de l'huile de sésame brute non raffinée qui est censée pouvoir améliorer l'efficacité du pyrévert. Donc là on l'a testé aussi dans l'objectif éventuellement de pouvoir réduire le nombre de traitements pyrévert à terme. Ou encore le Stickman, donc là on est sur un adjuvant à base de latex synthétique qui va augmenter la tenue du produit, donc testé avec l'argile pour limiter le lessivage de ce produit. Donc maintenant, si je me recentre sur les produits qui ont présenté des intérêts, sur plusieurs années, du coup, on a eu des résultats significatifs ou à minima des tendances en ce qui concerne l'argile kaolinite calcinée. Donc là, je vous ai mis quelques graphiques pour illustrer un petit peu. Cette argile, on l'utilise en tout début de saison, en fait, dès l'apparition des premières larves. Et ce qu'on a pu constater pendant plusieurs années, c'est véritablement une diminution du pic d'éclosion larvaire qui a lieu pour la cicadelle en tout début de saison. Donc, on le voit particulièrement bien sur le graphique de 2019 où on a vraiment ce TNT en bleu où on voit bien un pic en début de saison et une diminution progressive. Et donc, l'argile va venir diminuer ce pic-là. Par contre, il sera moins efficace en fait sur la fin de la saison, donc généralement la période où là on va appliquer les pyrévers pour diminuer davantage les populations de cicadelles. Donc là, vous avez aussi, donc en 2022, où ont été testés plusieurs dosages d'argile. Donc là, on avait des traitements avec 20 ou 30 kg d'argile. Donc dans les deux cas, on a toujours cette réduction du pic d'éclosion larvaire, qui au final ne semble pas trop dépendante de cette dose. Donc on peut très bien avoir de bons résultats avec les 20 kg. J'ai mis donc le calci blanc avec l'argile parce qu'on a constaté des résultats, des tendances similaires, en tout cas pour l'année où on l'a testé, mais je ne vais pas m'avancer davantage sur ce produit-là, étant donné qu'il n'a été testé qu'1 an à ce jour. Donc voilà, on ne peut pas jauger la variabilité annuelle. Autres produits du coup qui ont montré des bonnes efficacités, pour le coup, on est sur les dihydroxyde de calcium, donc en l'occurrence le BNA Pro. Là aussi, vous avez des graphiques de 2020 et de 2022 où vous voyez donc le témoin non traité, l'ART, donc la référence technique chez nous, c'est à chaque fois 2 traitements au pyrévert, tout simplement parce que c'est la moyenne de ce qui se fait en Dordogne. Et donc, vous avez après le comportement de la modalité BNA Pro, qui va donc avoir des traitements à 20% aux mêmes dates que les traitements pyrévert. Et donc, sur ces graphiques-là, en fait, on voit qu'on a une tendance quand même plutôt de comportement du BNA Pro qui est assez proche de la référence technique. Surtout 2020, où on a des courbes qui sont presque superposées. 2022, un petit peu moins évident, mais on a quand même cette tendance.
Le BNA Dry, du coup, on l'a testé pour la première fois en 2024. On est sur le même produit que le BNA Pro. La seule différence, en fait, ça va être que le BNA Dry est sous forme de poudre. Donc, l'objectif ici, c'est d'améliorer la mise en suspension et limiter les bouchages, normalement, de buse qui pouvaient avoir lieu avec le BNA Pro qui est sous forme de pâte. Donc, je vais vous faire un petit point technico-économique sur ces modalités, parce qu'au-delà de l'efficacité de ces différentes modalités, l'intérêt aussi, c'est que ce soit applicable, utilisable pour les vignerons, donc que ce soit financièrement ou dans la difficulté technique de l'application. Donc, notre référence, ça reste le Pirée Vert, du coup, donc là où on a un coût grosso modo de 140-150 € hectare à l'année, avec 2 passages en moyenne en Dordogne. À côté de ça, donc l'argile, donc financièrement, on est quand même un petit peu plus avantageux. Par contre, on va être à 3 à 5 passages parce qu'on est sur un produit qui est quand même très sensible au lessivage. Pour le calci blanc, donc là, on est sur un produit qui financièrement est quand même moins avantageux. Ça va dépendre des quantités commandées. Et on va retrouver également toujours 3 à 5 passages parce qu'on a le même cas de la sensibilité au lessivage que pour l'argile. Le BNA Pro, donc là, on est davantage avantageux financièrement et on est sur 2 passages, donc aux dates de traitement Pirée Vert. Donc là, on est plutôt pratique en termes de produits. Et pour le BNA Dry, donc on n'a pas encore d'informations sur le coût, mais on serait également sur 2 passages selon les mêmes modalités que le BNA Pro. Donc, c'est au final, dans nos essais, pour l'instant, ce sont les dihydroxydes de calcium qui tirent un petit peu leur épingle du jeu. Donc, je vais passer maintenant, du coup, à nos essais concernant la lutte, cette fois, contre Eudénis. Donc là, on a moins de produits qui ont été testés. Les essais, ils ont eu lieu aussi de 2015 jusqu'à 2022. Donc, on va retrouver l'argile kaolinte calcinée, toujours pour l'effet barrière physique minérale. Les macérations d'ail, toujours pour l'effet insectifuge de la lysine. On retrouve le complexe V23 et Repulso. Par contre, les petites particularités qu'on a sur les essais Eudénis, c'est qu'on va retrouver une modalité sucre microdosé, où là, on va être sur du sucre à 10 grammes hectare. Ça se base là sur l'effet Sweet Immunity, donc on aurait une modification des signaux chimiques émis par la plante, donc qui vont favoriser sa réaction de défense par rapport aux ravageurs, et jouer également sur son appétence. Donc, dans cette modalité sucre microdosé, en fonction des années, on a testé fructose, saccharose et miel. Et enfin, on a une modalité effeuillage, donc là où l'idée, c'était de favoriser l'ensoleillement des grappes pour diminuer le nombre de pontes. Donc là aussi, je vais revenir directement sur les modalités qui ont donné les résultats les plus intéressants. Donc, on retrouve l'argile. Donc là, vous voyez, vous avez l'exemple en fait avec le graphique en bas à droite par rapport aux diminutions de fréquence de ponte. Donc là, vous retrouvez BT, donc c'est Bacillus thuringiensis, qui a été notre référence technique sur ces essais. Le témoin non traité en vert, et ensuite vous avez donc la modalité argile kaolinite calcinée à 20 kg en jaune et à 30 kg en orange. Donc on a bien des diminutions des fréquences de ponte sur ces 2 modalités-là, plus marqué encore sur celle à 30 kg. Et on va aussi donc voir, si on s'intéresse au graphique à gauche cette fois, qu'on va avoir aussi un effet qui va se répercuter sur ensuite la fréquence de larve et la fréquence de perforation. Donc là, attention, l'organisation des barres n'est pas la même. Donc là, les barres des modalités argile arrivent avant celles du témoin non traité. Donc il faut comparer le témoin non traité aux barres qui viennent avant. Donc là aussi, on constate quand même une diminution par rapport aux témoins non traités. Autre chose qu'on a pu constater avec ces essais, en tout cas, c'est qu'on avait de meilleures efficacités dans le cas de traitement en plein, plutôt qu'avec des traitements centrés sur les grappes uniquement. Si je reviens maintenant sur les sucres, donc le miel, on a constaté une efficacité moindre et un coût plus élevé que le saccharose. Pour le fructose, on n'a pas trouvé d'efficacité notable, voire des fois des effets contre-productifs. En revanche, pour le saccharose, on a pu constater certaines choses intéressantes,
comme là par exemple, donc, si on regarde le graphique avec fréquence de larve et perforation, on va avoir quelque chose de bien moins élevé dans le cas de la modalité saccharose que par rapport aux témoins non traités. Également, si on s'intéresse à la fréquence de ponte, on va retrouver alors toujours la comparaison au Bacillus thuringiensis et au TNT. Là, vous avez à la fois à gauche miel et saccharose qui sont comparés. Donc là, on voit bien effectivement la différence d'efficacité entre saccharose et miel. Et en bas à droite, donc là, vous avez uniquement le saccharose par rapport au témoin non traité, où on constate également une bonne diminution de la fréquence de ponte. Donc, sur cette modalité saccharose, on avait de bons résultats. Par contre, très bonne efficacité en seconde génération, mais en troisième génération, on avait régulièrement des décrochages. Donc voilà, à faire attention, plus à privilégier pour la seconde génération que la troisième, du coup. Autre avantage par rapport au saccharose, donc on est sur un produit qui va être peu lessivable parce qu'on va avoir un phénomène d'absorption foliaire. Donc ça, c'est un avantage qui permet de limiter le nombre de traitements. Enfin, je vais revenir donc sur le V23, donc mélange d'huile essentielle et de teinture mère végétale. Donc là, vous avez plusieurs graphiques également, donc de comparaison des différentes modalités testées. Vous avez là donc les intensités en termes de perforation de Denis. Donc que ce soit le graphique du haut ou celui du bas, on constate bien à chaque fois que le V23 est dans les plus bas, si ce n'est le plus bas, en termes de perforation. Et on constate la même chose pour ce qui est de la présence de larves, avec donc une très bonne efficacité du V23. Où là, donc on a des résultats proches de la référence technique, voire meilleurs même que le BT. Ces traitements-là se font au plus proche du stade tête noire, donc de l'œuf de Denis. Par contre, donc c'est au niveau du point de vue technico-économique. On va revenir un petit peu sur la praticité de cette modalité-là. Donc, je reprends donc le BT en référence donc, pour ce côté technico-économique. Donc, en termes de BT, on est quand même sur quelque chose d'assez coûteux. On est entre 230 et 260 € hectare par an. 6 à 8 passages, donc c'est quand même très contraignant. C'est un produit qui est très sensible au lessivage. Donc, par rapport à ça, l'argile kaolinite calcinée, que ce soit des traitements à 20 kg ou à 30 kg, il va se montrer quand même avantageux financièrement. Et on va être toujours sur 3 à 5 passages en fonction des lessivages. Donc, ça reste quand même moindre que notre référence technique. En ce qui concerne le V23, donc c'est là un petit peu que le bas blesse, étant donné qu'on avait de bonnes efficacités, c'est que, notamment du fait d'une composition basée aussi sur des huiles essentielles, on a un coût qui est non négligeable, qui va de 720 à 960 € hectare par an. Et on est sur 6 à 8 passages, donc au final, autant que si on appliquait un BT. Et enfin, donc, si on arrive sur le saccharose, donc là, que ce soit au niveau financier ou au niveau du nombre de passages, on est très bien positionné, étant donné que financièrement, 10 grammes de sucre à l'hectare, ça coûte quasiment rien, on est à 3 € maximum. Et on est sur 2 à 3 passages du fait justement de cette absorption foliaire qui limite le lessivage de ce produit. Donc voici pour ma présentation et du coup maintenant je vais laisser la place aux questions. Oui, merci beaucoup Claire pour ta présentation. Alors, juste avant de passer aux questions, pour votre information, donc pour aller plus loin sur ce sujet, vous trouverez dans le chat les dernières synthèses en date des essais contre la flavescence dorée et Eudémis. Voilà. Et donc, je vais encore me répéter, mais vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&A qui se trouve en haut de la fenêtre Teams et Claire vous répondra ensuite. Donc, alors, hop, j'ai un petit problème. Donc, il y a déjà une question. Donc, la question de Julie, quel est le produit à 108 à 270 hectares an. Quel est le produit à 108 à 270 hectares an
3 à 5 passages, s'il vous plaît. Je ne sais pas si tu comprends la question, Alors, Claire. 108 à 2. Alors, par rapport au coût, c'était pour la flavescence dorée? J'imagine. 108, oui, c'est le calci blanc. Donc, c'était ce mélange de dihydroxyde de calcium et d'argile kaoline calcinée. Ok, parfait. Et une autre question. Avez-vous des résultats sur les huiles paraffiniques récemment homologuées par traitement obligatoire? Alors, donc je suppose que vous faites allusion du coup à Lumière. Donc, c'est un produit, mais pour le coup, c'était l'huile paraffinique d'été qu'on avait testé entre 2019 et 2021. Nous, en l'occurrence, on n'avait pas de résultats significatifs. On était encore sur une phase vraiment de test, donc on a testé plusieurs types plusieurs dates de traitement, plusieurs dosages. Les grosses difficultés qu'on avait notamment avec ce produit, c'était l'incompatibilité avec le soufre et avec certains cuivres. Donc, étant donné que nous, on travaille énormément avec des agriculteurs en bio, et bien du coup, on avait quand même des difficultés à arriver à positionner des traitements qui soient distants au moins de 7 jours d'un traitement cuivre au soufre. Donc, a priori, pour les cuivres, ça concerne surtout les cuivres sous forme liquide. Mais en tout cas, pour le soufre, on a vraiment une incompatibilité qui nécessite cette marge de 7 jours. Ok, parfait. Merci Claire. Et une autre question. Alors, est-ce qu'il y a des résultats intéressants pour Zima EC adjuvant pour amélioration efficace pire-vert? Alors, est-ce qu'il y a des résultats intéressants? Alors, à ce jour, en fait, on n'a pas de résultats significatifs. On a pu avoir des tendances, mais malheureusement, pas assez de population larvaire en fait sur cette année où on avait fait le test. Donc, c'est des essais qui sont renouvelés et puis on va peut-être à un moment donné pouvoir conclure davantage sur ce produit-là. Mais on est très dépendant de l'évolution des populations larvaires en fait. D'accord. Et une autre question, est-il possible de cumuler certains produits, par exemple le saccharose et le V23? A priori, il n'y a aucune contre-indication à le faire. Donc oui, ça pourrait tout à fait se faire. Parfait. Alors ensuite, une autre question. Donc parmi les produits testés comme alternative au pire et vert, peut-on en utiliser certains dans le cadre de la lutte obligatoire? Eh bien, donc du coup, il y a le Lumière qui a été homologué désormais. A priori, pour l'instant, on serait quand même sur à minima un pire et vert avant de passer à des traitements Lumière selon les préconisations qui sont en train d'être mises en place. Après, les autres, du coup, ne sont pas homologués pour faire partie de la lutte obligatoire. Par contre, en ce qui concerne le BNA Pro, on a commencé, nous, à l'inclure à notre protocole d'aménagement de la lutte. C'est un protocole d'aménagement, en fait, qui a été réalisé en association avec le GEDON et l'AFREDON de notre secteur, qui nous permet, en fait, de venir limiter le nombre de traitements pire et vert en fonction des populations larvaires suivi sur les parcelles. Et on a pu, en 2024, donc pour la première année, remplacer complètement le pire et vert par du BNA Pro dans les parcelles qui remplissaient les conditions de population suffisamment basses, selon que nous avait fixé le GEDON en fait. Mais à ce jour, il n'est pas encore homologué pour faire partie de cette lutte obligatoire. D'accord, très bien. Et donc, dans la lignée de cette question, donc ce nouveau produit là, le Lumière, est-ce qu'il peut être utilisé en remplacement du pire et vert? Alors, pour l'instant, du coup, alors il y a eu beaucoup de discussions justement entre GEDON, FREDON, IFV par rapport à cette nouvelle homologation. Les préconisations telles qu'elles sont à ce jour, c'est de faire au moins un premier traitement pire et vert
et après la possibilité de remplacer les traitements suivants par des traitements avec lumière. Mais voilà, il y a quand même cette volonté vraiment de garder un traitement Pyrévert en premier lieu. Très bien, merci. Et peut-être une dernière question avant de passer à la conclusion. Donc, est-ce qu'il y a eu des essais sur la confusion sexuelle pour Eudémis? Alors, il y a eu quelques essais, effectivement, qui se sont faits donc, sur, en fait, plus des suivis que des essais véritablement chez divers vignerons qui l'avaient mis en place. Nous, au final, ce qu'on avait un peu conclu de ça, c'est que ça pouvait être très efficace pour diminuer donc vraiment cette pression. Par contre, on avait 2 points vraiment de vigilance. Donc déjà, la surface sur laquelle va avoir lieu la confusion. On avait vraiment ce minima de 5 hectares d'un seul tenant pour avoir quelque chose d'efficace et limiter les effets bordure. Et surtout aussi une vigilance par rapport à la population de l'année. On avait des décrochages, même en cas de confusion, quand on avait des populations d'eudémies très importantes. Au point en fait où des fois vous allez avoir des papillons qui vont se rencontrer sans avoir besoin des phéromones pour le faire. Et du coup, là, on va surpasser un petit peu l'effet de la confusion. Donc, il y avait cette vigilance-là. Des fois, il peut être nécessaire d'ajouter un traitement si vraiment les populations sont très fortes. Mais sinon, en cas classique, on va dire, avec des populations annuelles moyennes, on peut avoir de très, très bonnes efficacités avec cette confusion. Que ce soit RAC, isonette ou puffer. Ok, bah, merci beaucoup Claire pour toutes tes réponses. Du coup, on va pouvoir passer à la conclusion. Donc, je tenais tout d'abord à tous vous remercier d'avoir suivi cet épisode de la saison 2 des webinaires Défi Ferme. Nous espérons que le format et le contenu vous ont plu et que ce webinaire a répondu au maximum à vos questions. Si vous souhaitez recontacter nos intervenantes, vous pouvez vous trouverez leur contact sur leur page que nous vous avons partagée dans le chat et en description. Ce webinaire sera rediffusé sur YouTube. Si vous êtes inscrit via le formulaire, vous le recevrez normalement ce lien par mail dans les prochains jours. Alors ensuite, le prochain webinaire se tiendra le 13 mars. Il aura pour thème le biocontrôle, décoction et purin, les alternatives aux fongicides et traitements de semences sur céréales. Donc Cécile vient d'ajouter dans le chat le lien pour vous inscrire à ce prochain webinaire. Et donc pour finir, merci à tous et bon après-midi.